C'est une immense dame de la chanson que j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau aujourd'hui, une femme qui a permis à la chanson de faire un pas immense, une femme libre, Juliette Gréco. Aimez-vous les uns les autres ou disparaissez, le titre de son nouvel album. Elle nous parle aussi d'Aragon, la rose et le réséda. Du haut de la citadelle, la sentinelle tira. Par deux fois, et l'un chancelle, l'autre tombe qui mourra. Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas, ils sont en prison, lequel a le plus triste grabat, lequel plus que l'autre gèle, lequel préfère les rats, celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas. Aragon sur ce nouvel album. Merci infiniment, ouais, Juliette Gréco, d'être avec nous. Plaisir. Ce livre, ce disque, c'est Aimez-vous les uns les autres ou bien disparaissez. Et vous dites ça, c'est moi, ça a toujours été moi. Ah oui, oui, absolument, absolument. J'ai rarement fait que je ne connais pas. Lui me connaît très bien. Ouais, qui a écrit ces quelques mots, la fille sous le banc. Hein, ça vous ramène dans vos souvenirs d'enfance, la petite fille sous le banc que vous avez été. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. J'étais cette petite fille-là, à la fois complètement secrète et onirique, comme ça, pleine de rêves, pleine de choses qu'on pense toujours irréalisables. Voilà. Ouais. Il y a évidemment cette rencontre avec ces jeunes auteurs, voir Benjamin Biolay, qui est avec vous notamment dans ce studio, cette ressemblance, on va en parler avec Serge Gainsbourg, cette admiration qu'il a, ça vous a beaucoup touché, tous ces jeunes Miossec et d'autres. Bien sûr, bien sûr. La rencontre avec Marie Némier aussi, dont j'ai très bien connu le père, et ça m'a beaucoup ému. Ouais. Et c'est une rencontre entre les générations, ça veut dire que je parlais de la liberté il y a quelques instants, oui. Dire quelque chose vous rassemble. Oui, une certaine rigueur, certainement, un amour de la beauté, un amour du beau, un amour du travail bien fait, un amour du combat, un amour de beaucoup de choses, de choses. Vous avez toujours dit ma vie est révolutionnaire. J'ai quelque chose en moi de révolutionnaire. Ah oui, oui, tout à fait. Bien sûr, j'ai toujours été comme ça, toujours. C'est une chose qui est évidente pour moi. Je n'arrête pas de combattre. Je n'arrête pas. Vous avez raconté dans Jujube vos souvenirs. Hein, vous parlez à l'instant de cette petite fille, cet enfant sous le banc du disque du nouvel album avec ces mots de Gérard Manset. Vous disiez c'est vous. Et cette petite fille avec cette mère avec qui les rapports n'étaient pas faciles. Cette mère qui va être grande résistante. Magnifique femme. Oui. Ouais. Et en même temps, les rapports sont difficiles. Ça marque une vie. Oh, forcément. Surtout quand on est comme j'étais, c'est-à-dire en admiration totale devant ma mère, qui était extrêmement belle et intelligente et avec une voix magnifique et qui était une femme particulièrement remarquable, mais qui était tout sauf une mère, sauf maman. Pour moi, c'était maman, mais ça ne voulait pas dire grand-chose. Pour elle avait une vie active, elle a une vie héroïque, Elle va rencontrer Léon Blum, elle est une femme engagée, elle connaît tous ceux qui comptent de ce... Élie Faure et bien d'autres gens, et tous les gens de gauche, elle défilera en 36 et elle sera dans la résistance, et elle ira à Ravensbrück, et elle ira à Hollenstein, et c'est une femme magnifique. Bon, c'est un grand soldat, c'est un grand héros, et c'est une femme belle, intelligente, elle était très douée, elle était médaille d'or des Beaux-Arts, c'était un bon peintre. C'est une femme peintre qui était douée. Un jour, beaucoup vous auriez pu mourir pour elle. Lorsque vous apprenez qu'elle a disparu, et donc en effet, elle va être déportée à Ravensbrück, vous allez avec votre sœur à la Gestapo. Oui, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Mais quand on aime les gens, il n'y a pas de frontières et il n'y a pas d'impossibilité. En tout cas, on pense que tout va s'écrouler devant nous et que nous réussirons à faire ce que nous avons l'envie de faire, à la retrouver. Mais il est bien évident que quand on a un gros porc devant soi, pas grand-chose à faire, et qu'on a 15 ans et 17 ans, comme nous avions ma sœur et moi,
C'est évidemment pas très facile tout ça. Le gros port, donc c'est évidemment l'interrogatoire qui va se passer. Non, donc, le ouais. gros port, c'était le commandant de Ouais. la place qui dirigeait la prison de Périgueux, qui était un homme d'une grande grossièreté. Il y en avait d'autres qui ne l'étaient pas, mais lui, malheureusement, l'était, c'était fâcheux. Voilà, et puis c'est tout ça, et puis... mais on peut, oui, mourir pour ce qu'on aime, je pense que c'est moins douloureux que de mourir de maladie. Ouais. Mais à 17 ans, vous êtes à Fresnes, Emprisonné emprisonné avec 3 16 ans, pas prostituées, tout à fait 16 ans. oui. Ouais. Vous avez une chanson qui dit un jour, je voudrais déjà devenir vieille. Vous avez l'impression d'enfance, on vous a volé votre enfance, vous êtes déjà quelque part devenue vieille. Non, je ne deviendrai jamais vieille. Je ne peux pas. Je n'ai pas les moyens. On ne m'a pas volé mon enfance, elle est intacte à l'intérieur de moi. C'est une chose qui reste en moi d'une manière extraordinairement tenace. Je n'ai aucun désenchantement. Je n'ai aucune haine. Je n'ai que des désirs, des envies, et le petit ami que j'ai dans la tête fait que je retiens beaucoup plus facilement les moments heureux que les moments malheureux. Ouais. Alors les moments heureux, ils vont arriver, évidemment Saint-Germain-des-Prés, vous allez vous retrouver un jour, vous voulez faire du théâtre, vous voulez faire du spectacle, et puis vous allez dans un cabaret, une boîte de nuit, le Tabou, c'est l'ambiance de Saint-Germain-des-Prés. Vous aviez conscience à ce moment-là que quelque chose de fort était en train de se passer, que vous alliez symboliser, vous, marchant pieds nus, ou quasiment la scandaleuse, un bouleversement de société? Non, non, j'étais persuadée d'être dans mon bon droit. J'étais persuadée que j'avais tous les droits tout à coup, que j'avais surtout celui de parler, ce que je ne voulais plus faire d'ailleurs, que j'avais celui de m'exprimer, qu'on avait tous le droit de vivre libre. On nous avait rendu la liberté. C'est quand même... Il y a eu 2 bombes à cette époque-là. Il y a eu la bombe atomique et il y a eu le fait que nous sommes redevenus libres dans ce pays magnifique qu'est la France. C'était l'après-guerre. Et alors vous dites, par exemple, quand vous alliez pour la première fois au De Mago, c'est parce qu'il faisait froid dehors et qu'en fait vous alliez vous réchauffer à l'intérieur. Vous ne saviez pas que ça allait devenir un endroit mythique encore? Non, les 2 Magos, je savais que c'était... ma mère allait souvent voir Elifort qui habitait dans le boulevard Saint-Germain et moi je me promenais sur le balcon là, pendant ce temps-là et je regardais les enfants jouer dans le square qui est à côté de l'église et qui fait le tour de l'église. Hein. Voilà, et je regardais ça. C'était un village. Et les 2 Magos, je savais que ma mère, elle avait des rendez-vous aux 2 Magos souvent avec des écrivains, avec des peintres. Hein. Mais c'était le Flore surtout qui... moi, les 2 Magos, pour moi, c'était trop sérieux. Ouais. C'était les parents qui allaient aux 2 Magos. Les plus jeunes allaient au Flore. Et alors, comment ça se passait? C'était des nuits blanches. Il y a Non, des photos célèbres de l'époque. On vous voit dans votre lit, là, vous mettez un disque au petit matin. Ça, c'était à l'hôtel de la Louisiane, qui existe toujours. C'est un hôtel qui avait passé des gens absolument magnifiques. Qu'on voyait passer comme ça, des musiciens de jazz tout d'un coup qui arrivaient, des gens qui venaient de tous les pays du monde et qui venaient habiter là pour quelques jours, ou qui restaient très longtemps. Il y avait un peintre qui vivait là, l'année qui s'appelait Vols, qui était un personnage extraordinaire. Il y avait beaucoup de gens, beaucoup de gens fascinants. Ouais. Jean-Paul Sartre. Sartre a habité Beauvoir, cette chambre ouais. que pendant l'occupation, que moi j'ai habité à la Libération, qui était une chambre ronde. Elle fait le coin de la rue de Seine. Un jour, il vous raccompagne, je ne sais pas comment, vous étiez en voiture, je sais pas, il vous dit, mais Gréco, il vous appelait Gréco, il dit, Gréco, vous allez chanter. Il y en a, ils nous avaient invités à dîner à la Cloche d'Or à Montmartre, et on redescendait à pied, bien sûr. On marchait beaucoup à cette époque-là, pour des raisons diverses, dont une certaine difficulté monétaire. On descendait donc de Montmartre à pied, avec Jacques-Laurent Bost, Anne-Marie Casalis, Marc Dolnitz, Sartre. Et je les voyais, bon, j'étais avec Bost, on discutait le coup, et eux étaient derrière. Je les voyais... Et puis tout d'un coup, Sartre arrive et me dit, il vient à côté de moi, il me dit, alors Gréco, vous allez chanter? Je dis, non, monsieur. Pourquoi? Si, vous allez chanter parce que pour la réouverture du Bœuf sur le toit, vous jouez des sketchs avec Jacques Arias, vous jouez des sketchs d'Alphonse Allais, mais ça va très bien, mais il faut que vous chantiez. Je n'ai pas du tout envie de chanter, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je commence à bougonner comme un vieux gendarme.
Et il me dit, écoutez, venez me voir demain matin, on va parler de ça, venez demain matin. Je suis arrivé le lendemain matin chez lui, pour moi c'était les aubes vertes, il devait être 9 heures. J'avais très peu dormi, puis ça m'inquiétait cette histoire. J'arrive chez lui, et il avait préparé des livres où on avait parlé chansons jusqu'à Saint-Germain. Il m'a dit, vous aimez qui est-ce que vous n'aimez pas, etc. J'avais dit, j'aime Prévert. Et puis il y a une chanson que chantait Yves Montand, dans les portes de la nuit. Il y a un truc là, ça s'appelle Les feuilles mortes, c'est joli comme tout, j'aime bien ça. Il m'a dit, vous aimez Prévert? Je dis, oui, j'aime beaucoup Prévert. Vous aimez Cosma? Oui, j'aime beaucoup Cosma. Eh ben, on va voir ça. Et puis, il a tout manigancé. Et puis, j'ai choisi parmi les textes qu'il m'avait mis de côté, avec des petits signets en papier entre les pages, comme ça, comme un bon professeur qu'il était. Et puis, voilà. Et vous vous retrouvez avec la fourmi Non, de Desnos. je me retrouve. La fourmi, c'est venu après. C'est venu La rue des Blancs-Manteaux. 2 mois après, quand j'ai commencé à chanter à Juan-les-Pins. Je me retrouve avec la rue des Blancs-Manteaux qu'il m'a offerte et dont il a fait changer la musique. Il avait fait une musique, lui, qu'il n'a jamais voulu que j'entende. C'est donc Cosma qui a refait la musique. Et ça, c'était la chanson qu'il avait écrite pour Huis clos. Il y avait Si tu t'imagines de Raymond Queneau, que très peu de gens connaissaient. Queneau était quelqu'un de pas encore très très célèbre, donc était connu d'un petit cercle de gens. Il y avait Jules Laforgue, L'Éternel féminin, d'où le titre de cette intégrale. Et il y avait quoi d'autre? Poète. Ben c'est tout. Et ça va pas être le triomphe tout de suite. Le premier soir, c'était très fort, mais il y avait que des gens qui m'aimaient bien dans la salle, dont François Mauriac et autres personnages de ce genre qui m'aimaient bien. Il y avait des gens qui m'aimaient pas du tout aussi, mais enfin ils ont applaudi parce que c'était la mode. Voilà, qu'est-ce que c'est que cette fille? Bon. Et parce que on disait, c'est encore une fois la scandaleuse de Serge Amadeo. Vous étiez déjà connu avant de commencer à chanter. J'étais hyper connu sans avoir rien fait. Ouais. Et alors, quand vous attendez au tournant? Oui et non, parce qu'on n'attendait pas grand-chose de moi, je présume. J'imagine. On se demandait ce que j'étais, ce que c'était que ça. Mais quand même, vous devez vous dire, Juliette Gréco, mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Comment avez-vous fait pour croiser la route? D'abord, vous allez voir par exemple Gainsbourg. C'est extraordinaire, la javanaise. Mais là, j'étais déjà connu dans la chanson à cette époque-là. Et vous l'avez vu arriver tout débutant? Oui. Il n'était rien? Non. Mais il était lui. Et c'était immense. Vous l'avez vu tout de suite? Tout de suite. Tout de suite, immédiatement. Absolument. J'ai été bouleversé par cet homme. Bouleversé par son regard. Bouleversé par cette voix. Bouleversé par cette intériorité et cette timidité extrême qu'il avait. La rencontre avec Jacques Brel. Là, vous êtes dans... Quasiment, il vient vous voir un jour dans votre petite chambre de Saint-Germain-des-Prés avec sa guitare au bout des bras. Oui. Et là, vous n'êtes pas du tout connu encore. Pas du tout. Du tout. Il chantait enlevé de rideau. Il était devant le rideau, plutôt. Devant le rideau fermé à l'Alhambra avant le film. Il chantait 3 chansons et puis il repartait dans une indifférence générale, sinon une espèce d'hostilité presque, parfois. Et vous avez senti qu'il y avait des... je suis tombée raide, moi. Ces hommes, les rencontres que j'ai eues avec ces hommes étaient des rencontres dévastatrices, vraiment, pour moi. Dévastatrices dans le bon sens, c'est-à-dire que je suis restée absolument ahurie devant tant de beauté, tant de talent et tant d'originalité, de force. On pourrait bien sûr aussi parler de Cocteau, de tant d'autres. Il y a des rencontres amoureuses. Miles Davis. Vous parliez tout à l'heure de ces boîtes de jazz. Vous étiez tout de suite fasciné, pas par le musicien, mais l'homme, tout de suite. Miles, je l'ai rencontré salle Pleyel, où Boris Vian et Bibi, sa femme, m'avaient amené. J'étais dans les coulisses. J'ai vu Miles de profil, et il était, au lieu d'être concave, il était convexe. C'était très, très étrange. Il était comme une parenthèse, comme ça. C'était d'une très, très grande beauté. Et j'étais absolument éblouie par cet homme, dont je n'avais pas bien vu qu'il était noir.
à dire vrai. Oui, c'est ça. Euh, À l'époque, c'était pas évident. Aux États-Unis, vous avez vu le racisme à l'époque ça a été exister. terrifiant pour moi. Ça a Ouais. été absolument épouvantable. Non, non, non. Mais même ici, quand même, ça s'appelait un nègre, quand même. Donc c'est nègre qui joue de la musique de sauvage, Ouais. quand même. Vous dites, il jouait du bac à la trompette dans sa baignoire. Tout à fait, Ouais. tout à fait, tout à fait. Je me suis aperçu qu'il était noir quand je suis allé aux États-Unis. Là, j'ai très bien compris. L'amour est parfois synonyme de drame dans votre vie. Enfin, vous avez dit dans une interview, j'ai été veuve à 19 ans. Oui, Ouais. C'est le souvenir d'un homme qui était coureur coureur automobile. automobile. Ouais. Tout à fait. Cette disparition brutale, accidentelle, Oui. vous Dans a l'exercice de son bouleversé. métier. Ouais. Là, encore une fois, c'est face à la mort. Oui, oui. Oui. Ben, ça, c'est une chose dont on ne se remet pas. On s'en remet d'une certaine manière, enfin. On, on cherche ailleurs. On cherche. Et on cherche non sans une certaine cruauté. Moi, je plains ceux qui sont passés par là, les pauvres malheureux. Il y en a quelques-uns qui sont tombés sur mon chemin et qui n'en sont pas sortis heureux, quoi, voilà. Mais j'étais cruelle, forcément. J'étais pas méchante, mais j'étais cruelle. J'étais blessée à mort. Vous disiez, je ne m'aimais pas, je ne me trouvais pas belle. Pourtant, Ben on non. voit sur ces photos, hein, vous étiez... il y avait quelque chose. Vous étiez presque un peu garçonne, d'une certaine façon. Vous en jouiez. Non, Indéfinissable. non, Vous n'étiez pas non. partie des... Non, je suis... comme dirait Pavard, je suis comme je suis. Non, non, non. Ouais. J'ai toujours été comme je voulais être. Enfin, pas comme je voulais être, mais comme j'étais. Je n'ai jamais composé un personnage, je ne compose pas. Je peux être aussi douce que violente et tout dépend des instants. Ouais. Et notre histoire d'amour, c'est Daryl Zanuck. Vous allez Oui. aller à Hollywood, vous allez faire Non. des films. Non, non, non. Ouais. Il m'a évité ça. Ouais. Il m'a évité ça, il n'a pas voulu que j'aille à Hollywood et d'ailleurs je n'en avais pas l'envie du tout. Et il m'a dit, de toute manière, je ne vous demanderai jamais de faire le sacrifice de venir à Hollywood. Vous vous retrouveriez au poste de police au bout d'un quart d'heure à marcher nu-pied dans les rues. C'est pas le style. Et puis de toute manière, vous êtes comme vous êtes et ça ne tiendra pas 5 minutes, vous reprendrez l'avion. Très bien, parfait, tant mieux. Voilà. Et vous allez évidemment au cinéma faire une belle carrière. Vous pourrez aussi parler de Belphégor à la télévision, qui est resté mythique. Les amitiés Sagan. C'est-à-dire, vous êtes très proche finalement d'un personnage comme Françoise Sagan. C'est-à-dire cette... Très. Nous avons... maintenant, les choses sont un peu différentes à cause de son état de santé, mais nous avons été inséparables pendant très très longtemps, pendant des années et des années. C'est quelqu'un que j'aime profondément, pour qui j'ai beaucoup d'amour, une immense complicité, et c'est une merveilleuse histoire que la nôtre. Les chansons vont vous amener à connaître de grands succès. Hein, L'Olympia, dès 54, ouverture de cette salle Un petit peu le mythique. tour du monde plusieurs fois comme ça, et c'est éblouissant. Moi, je suis comme les enfants. Et pour moi, rien n'est jamais gagné. Et quand je m'aperçois que les gens applaudissent, que les gens se lèvent, que les gens disent merci, ce sont des instants de bonheur parfait. Ouais. Vous allez chanter par exemple au Chili, Mmh, sous Pinochet. mmh. Vous allez arriver, vous dites-vous, un triomphe quand vous arrivez sur scène, et puis vous allez leur asséner des chansons engagées. Oui. Qu'est-ce qui va Mais se je suis allée passer? pour. Ouais. Oui, je suis allée pour ça. Je suis allée pour combattre une fois de plus, pour continuer de mener mon combat. Donc j'ai eu une victoire étrange. J'ai eu la victoire du silence et c'était très beau. Et vous allez être embarqué Manu Militari vers Ah oui, l'aéroport. oui, alors ça, ils nous ont supprimé nos passeports. Je suis partie entre deux gendarmes. Il y avait une photo assez jolie où j'étais comme ça, j'avais mon manteau, comme ça, je sortais du théâtre et j'étais entourée de militaires avec des mines patibulaires. J'étais comme ça, je faisais un peu petite, un peu fragile, on se demandait vraiment ce qu'on voyait sur cette photo.
Et puis je me suis retrouvée dans une voiture, on est passé à l'hôtel, ils nous ont pris nos passeports, on a dormi, et le lendemain matin à la première heure, aéroport, avec les motards, avec toute la police. Ouais. Vous avez jamais eu peur Si. d'exprimer vos idées? Ah bah si, j'ai peur, bien sûr que j'ai peur, ça fait peur, ces gueules de cons. Ça fait extrêmement peur. La barbarie fait toujours peur. Hein. Ouais. L'incompréhension, la bêtise, ça fait une peur épouvantable. Si, j'ai eu peur. très Devant peur. devant la bêtise, je veux dire, par exemple, vous dites, vous a jeté des pierres sur les Champs-Élysées, quand Oui. vous étiez la scandaleuse Oui, c'est une grande de bêtise, ça Saint-Germain-des-Prés. aussi, oui. Vous racontez aussi que votre premier emploi dactylo, il y avait un secrétaire à la main baladeuse, vous lui avez retourné une C'est le claque. patron. Patron, oui. Et du Le coup, vous secrétaire avez était été très viré. gentil. Ouais. Ah bon, oui, il a reçu 2 tartes, oui. Est-ce Mais que c'est vrai que vous aviez aussi craché dans la main? Du maître d'hôtel. Ouais, Oui, à avec cause de Miles Miles, Davis, oui, ouais. bien sûr. Vous pourrez raconter cette histoire? Oui, je suis arrivée au Berkeley, j'étais très chic, j'avais un petit tailleur Chanel. C'était quelques années après que j'ai rencontré Miles. Et Miles n'était pas très, très connu en France à cette époque-là. Et je suis arrivée au Berkeley, qui était un endroit très élégant. À cette époque-là, c'était extrêmement élégant. C'était Jean Maxime, c'était super beau. Et je suis arrivée, le maître d'hôtel qui m'avait déjà vu avec plein de gens, avec des écrivains et d'autres gens. Bon, hein. Bonjour, mademoiselle Gréco, vous avez une table. Puis je vois un nègre derrière moi. Je vois son regard qui change. Je suis désolée. Il y avait plein d'Américains dans la salle. C'est un endroit où il y avait pas mal d'Américains, de cinéastes américains, d'écrivains, etc. Il dit, je suis désolée. Nous n'avons plus de table. Je dis, vous n'avez plus de table? Donnez-moi votre main. Alors il me donne sa main, j'ai ouvert sa main, j'ai craché dedans, j'ai refermé, je suis parti. Voilà. C'est terrible. Ben oui, mais c'est comme ça. Ouais. C'est comme ça, et je ne m'en repens absolument pas. Ouais, c'est vous. C'est-à-dire dans cette exigence, aussi au niveau des auteurs. C'est-à-dire que vous ne chantez pas n'importe quoi. Non. Parce que vous dites, moi, je mange en quelque sorte les auteurs, Oui. je les ingère, Oui. et je les restitue, je les rends comme Oui, ça. Vous et il êtes me sur repasse par scène la comme bouche, ça. Ouais. et étant passé par tout le corps, et par le sang, par la tête, par le cœur, partout. Donc je ne peux pas mettre des mots qui me dérangent. Je ne peux pas manger quelque chose que je n'aime pas, je ne peux pas embrasser sur la bouche quelqu'un qui ne me plaît pas. Ça fait partie du même système. Je suis... les gens me traitent d'intellectuel, mais je suis quand même terriblement physique aussi. Ouais. Ce physique noir sur scène, cette présence, cette robe. Au début, vous n'aviez pas le choix, vous n'avez pas de quoi vous payer des vêtements, donc Non. vous étiez obligé de vous habiller comme ça simplement. Mais finalement, vous dites, il n'y a pas de bijoux, il n'y a rien, on entre directement en vous. Oui, si on le veut. Si on ne le veut pas, on peut rester en dehors du tableau noir et ne rien écrire dessus. Si on veut écrire dessus, c'est bien. Si on veut faire de moi, je suis comme un arbre, comme ça, une chose nue. Et si on veut faire de moi un arbre de Noël, merci beaucoup. Mais je ne vais pas imposer aux gens des girandoles et des petites bougies. Ouais. Dans une interview au journal Le Monde, vous avez dit, la vie, c'est manger quand on a faim, faire l'amour contre un mur, mais le faire vite, car ce qui n'est pas fait ne sera jamais fait. Oui, bien sûr. Mais ça, ce sont des coups de corps. Ça existe. C'est vivre dans une certaine urgence. Oui. Je suis extrêmement étonnée, enfin, quasi stupéfaite d'avoir l'âge que j'ai. Enfin, je pense toujours que demain, peut-être, je ne rouvrirai pas les yeux. J'ai toujours pensé ça. Mais vous parlez de la mort parfois d'ailleurs dans certaines interviews. Vous Oui. dites à ceux que j'aime, je voudrais leur dire que plus le temps passe et plus il y a en quelque sorte... Ils vivent, ils sont ouais. vivants en moi, très vivants. Je n'ai jamais tué personne en moi, jamais. Et j'ai jamais oublié non plus, jamais. Ouais. Vous dites parfois que vous avez envie de téléphoner à Boris Vian. Oui, bien sûr que j'ai envie de téléphoner à Boris. Bien sûr, aussitôt qu'il m'arrive quelque chose de bon, j'ai envie de lui dire. J'ai envie de dire tout ce qui m'arrive d'heureux dans la vie aux gens qui ont fait, pour une grande part, ce que je suis, qui m'ont aidé à devenir ce que je suis aujourd'hui. J'ai une infinie reconnaissance et un amour infini. Donc je voudrais leur dire,
Mais ça s'appelle la mort, donc ça s'appelle le silence, donc je peux pas. Ouais. Voilà. Mais c'est pas une raison pour les tuer une seconde fois. Ouais. Hein. Vous n'avez jamais été aux enterrements? Non, je vais pas aux enterrements normalement. Je suis allée dernièrement à l'enterrement de François Robert, que j'aimais profondément, que j'aime profondément, parce que sa femme et ses enfants sont catholiques et pratiquants et religieux, et que François était quelqu'un de très respectueux des convenances. Donc, par respect pour la femme de François, que j'adore, et par respect pour François et leurs enfants, je suis allée à cet enterrement. Mais c'est pas pour autant qu'il est mort. Ouais. Non. Toute petite, je crois, vous avez pensé aller au couvent. Hmm. Puis maintenant, vous dites, Dieu, je suis un peu déçu. Non, Dieu, il est gâteux pour l'instant. Son fils, ça va, sa mère, elle était patente, mais Dieu, vraiment, c'est pas, non, il y a un truc qui va pas. Ouais. Mm. Par rapport à ce que vous avez connu aujourd'hui, vous voyez encore l'homophobie qui vous révolte? Oui, ah oui, ça, ça c'est un... Moi qui ne défile jamais, j'ai défilé pour la défense des homosexuels, j'ai défilé dans la rue. Bon, il y a bien des années où c'était encore le moment où on se faisait jeter des trucs à travers la figure, où on se faisait traiter de salope, de traînée, voilà. Mais ça ne m'a pas autrement secoué, ça m'a au contraire assez conforté dans mes convictions. Donc je me battrai toujours pour la défense de la liberté de chacun. Ouais. Vous dites, je veux franchir les murs. Oui. Hein, toute petite, Faire des trous dans les ouais, murs. toute petite, vous habitiez tout près de ce théâtre de l'Odéon. Mm. Vous touchiez les murs, dites-vous. J'ai caressé. Ouais. Je l'ai caressé en me disant que je pourrais jamais entrer dans ce théâtre, et que pour moi c'était un... à cette époque-là, j'étais apprentie comédienne. Et pour moi, le théâtre de l'Odéon, c'était sans doute plus emblématique que la comédie française. Comédie française, j'avais déjà été dedans. Personne ne le savait, mais j'étais sous une bâche et je faisais une vague dans le soulier de satin. Ouais. C'est une chaleur torride là-dessous. Mais j'étais quand même, quand je passais devant la loge du concierge, et bonjour mademoiselle Gréco, parce que le concierge connaissait le nom de tout le monde. Comme ça, je me sentais des plumes, j'étais heureuse. Et puis, mais c'était pas mon truc. Mon truc, c'était l'Odéon. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'il était dans mon quartier, peut-être parce qu'il était dans le quartier de mon enfance, peut-être parce que j'y avais vu des spectacles qui m'avaient bouleversée, peut-être. Je ne sais pas. En tout cas, ce théâtre-là, c'est mon théâtre. Voilà, c'était mon théâtre. Et puis un jour, je suis entrée par la plus belle des portes, qui est la toute petite porte qui s'appelle celle des artistes. Le disque qui s'appelle donc Aimez-vous les uns les autres ou bien disparaissez. Ou bien disparaissez. Ouais. S'achève par une chanson, Jean-Claude Carrière, La mer se retire. Mmh. C'est la première chanson de ce nouvel album que vous avez enregistré. C'est celle qui clôt le disque. Oui. Hein. Mmh. Et c'est évidemment l'idée finalement que la vie s'en va. Ouais. Que la vie s'en va. Ben, oui, que chaque jour, les choses s'éloignent petit à petit. Mais d'autres... on voit quand même ces enfants qui jouent sur la plage. On les aime toujours, et ce n'est pas parce qu'on ne revient pas, je pense que c'est grave. Ce qui serait grave, c'est que les enfants meurent. Que moi je meurs, c'est pas grave. Il y a une chanson de Jacques Brel qui s'appelle J'arrive, que Oui. vous interprétez sur scène. C'est l'occasion de vous dire, Madame Gréco, qu'on vous aime beaucoup, qu'on vous remercie d'être ce que vous êtes, de rester comme vous êtes. Merci. Merci. Bien sûr, j'arrive.